C'est pourquoi, dès qu'une vérité est acceptée comme une vérité scientifique, elle s'impose à tout le monde et elle est valable partout. C'est pourquoi elle ne connaît pas de limitation et de frontières géographiques. C'est pourquoi la science, elle a une vocation universelle. On est d'accord? Maintenant, quand je dis neutralité, j'ai ajouté axiologique. Et j'ai traduit pour vous, neutralité axiologique, ça veut dire neutralité morale. Ça nous permet également de lever des confusions que les gens font dans le vocabulaire courant. On a l'habitude de chercher à faire la différence entre ce qui serait une bonne science et ce qui serait une mauvaise science. Combien de fois, et vous-même vous le dites parfois, vous parlez de quoi? Des conséquences négatives de la science. Or, on est obligé de reconnaître que si on parle de manière rigoureuse, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise science. Pourquoi? Parce que ce qui peut être bon ou mauvais, ce n'est pas la science, mais l'utilisation que l'homme lui-même fait de la science. Et dire donc que la science, elle est marquée par sa neutralité morale, retenez que cela signifie que la science, en elle-même, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Qu'est-ce qui peut être bon ou mauvais? Je réponds, c'est l'utilisation que l'homme fait de la science. De manière très prosaïque, terre à terre, mes amis. Prenez l'exemple de la discipline qu'on appelle la chimie. Vous connaissez la chimie? Sans la chimie, pas de médicaments, parce que c'est la chimie qui permet de développer les moyens qui nous permettent de fabriquer et de conserver les médicaments. Mais cette même chimie qui me permet de fabriquer des médicaments qui me guérissent quand je suis malade, vous le savez, cette même chimie, elle permet de fabriquer quoi? Des armes bactériologiques et des armes chimiques. Qu'est-ce qui est responsable? Ce n'est pas la chimie elle-même, mais l'homme et l'utilisation qu'il fait de la science. On est d'accord? C'est pourquoi donc, quand vous dites les conséquences négatives de la science, retenez que c'est faux. Il n'y a pas de conséquences négatives. Ce qu'il peut y avoir, c'est les conséquences négatives qui résultent des applications techniques de la science. Mais la science en elle-même, elle est en dehors des valeurs du bien, elle est en dehors des valeurs du mal, elle est en dehors des valeurs religieuses. Vous comprenez? Ça veut dire, prenons encore un autre exemple pour mieux l'illustrer. Si je suis une femme dans les pays occidentaux, j'ai du mal à faire un enfant. La science me donne des solutions, vous le savez. Quelle est la solution que la science m'offre lorsque j'ai des difficultés, par exemple, à procréer? Vous connaissez les méthodes. On recueille du sperme, c'est pas moi, fécondation in vitro, mère porteuse et l'affaire est réglée. Vous avez votre enfant. Mais est-ce que cela est moralement et religieusement acceptable? Il est clair que non. Mais la science, elle vous dira, je m'en fiche, vous aviez un problème, je vous ai apporté une solution. Ça veut dire que la science elle-même, elle est entièrement neutre. Comprenez? Maintenant, quand nous avons parlé de rationalité, je n'insiste pas. C'est le point de convergence que la science partage avec quoi? C'est le point de convergence que la science partage avec la philosophie. Nous avons suffisamment répété que pour l'essentiel, si la philosophie, elle est critique, elle est réflexion, elle est contestation, elle est remise en question, elle est destruction et elle est reconstruction parce qu'elle se veut entièrement rationnelle. Et nous avions dit que les mêmes qualités que vous trouvez chez le philosophe, sur le plan intellectuel, vous le trouvez chez le savant. Nous avons dit que la philosophie, elle reposait sur 3 piliers. On a dit qu'elle est gouvernée par le doute. Ensuite, on a ajouté par l'étonnement, on a ajouté par le questionnement. Mais le philosophe, il n'a pas le monopole du doute, il n'a pas le monopole de l'étonnement, il n'a pas le monopole du questionnement. Le savant, il doute, le savant, il s'étonne, il se pose des questions. Mais attention, mes amis, il ne doute pas des mêmes choses, ne s'étonne pas des mêmes choses et ne se pose pas les mêmes questions. Par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, quand nous avons dit comment se fait-il qu'il pleuve, le philosophe, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Là où le savant dit le comment de la pluie, quelle est la question qu'on va poser le philosophe? Mais pourquoi se met-il à pleuvoir? Et donc ça veut dire quoi? Qu'en tant qu'elles sont gouvernées par les mêmes attitudes intellectuelles de doute, de méfiance, de critique, de rejet et de contestation, la rationalité que l'on trouve en philosophie, elle n'en a pas le monopole, elle a le même principe d'engendrement que la science, c'est-à-dire simplement la raison. Et enfin maintenant, là, nous avons dit résultat, regardez bien le terme que j'ai employé, apodictique. Ça veut dire simplement quoi? Apodictique, ça veut dire pouvant être prouvé. Et lorsqu'on nous dit que les résultats de la science sont des résultats apodictiques, ça veut dire pouvant être prouvés, vous voyez également la différence avec la philosophie. Ce que dit le savant, il peut le prouver, non? Pourquoi il peut le prouver?
parce qu'il peut confronter, surtout dans les sciences de la nature, il faut confronter son hypothèse, sa théorie avec la réalité matérielle. Lorsque l'hypothèse est confirmée par la réalité, elle devient une loi. Lorsque l'hypothèse est contredite et démentie par la réalité, le savant l'abandonne et élabore une autre hypothèse jusqu'à trouver la bonne. Mais maintenant, il faut faire une parenthèse. La plupart des gens pensent que dès qu'il est question de science, comme elle peut prouver, comme elle peut justifier, on pense que la science, elle est vraie et elle est vraie de façon absolue. Il y a beaucoup de gens, et peut-être même parmi nous, qui pensent que si la philosophie, la littérature, c'est de la théorie, la science, nous sommes dans le domaine de l'exactitude, de la précision, de la justesse, et beaucoup de gens pensent que la vérité de la science est une vérité absolue. Mais nous aimerons ensemble partager et reconnaître cette idée que la science, elle ne pose jamais des vérités absolues. Et pourquoi? Vous le savez vous-même. Si je vous posais la question, vous seriez capable, certains d'entre vous, de me donner des exemples de théories scientifiques qui aujourd'hui sont admises comme vraies et plus tard, on se rend compte que Neketeo, c'était des erreurs monumentales. Si vous avez un peu de culture scientifique, vous connaissez des théories à telle époque admises comme vraies, 1 an, 10 ans, 1 siècle même plus tard, on se rend compte que ce qu'on considérait comme vrai en réalité est une